L'odeur de tissu bon marché et de poussière m'accompagnait depuis mon enfance. Ce matin de décembre, alors que je repassais une énième blouse que j'avais cousue pendant la nuit, j'ai regardé par la fenêtre de notre petite maison et j'ai vu ma mère, Madame Jeanne, revenir du marché avec cette expression de fatigue que je connaissais si bien. Ses pas lents sur la terre battue révélaient le poids des années passées à travailler comme blanchisseuse pour subvenir aux besoins de notre famille de 2 personnes. Je m'appelais Chloé, j'avais 22 ans, et mon plus grand rêve était de sortir ma mère de cette vie de sacrifice. Notre village de province semblait oublié par le temps. De modestes maisons en briques apparentes s'étalaient le long des rues sans goudron, où des enfants jouaient pieds nus et les adultes discutaient sur les trottoirs en fin de journée. J'avais appris à coudre avec Madame Denise, la voisine qui possédait une vieille machine, et petit à petit, je m'étais constitué une petite clientèle. Je brodais des initiales sur des serviettes, je retouchais des robes de soirée, je réparais des vêtements déchirés. L'argent était modeste, mais il était le mien, gagné de mes propres mains. Ma mère est entrée dans la maison, portant 2 sacs de courses. J'ai remarqué qu'elle évitait mon regard ces derniers temps, surtout quand je parlais de mes projets de déménager à Marseille et d'y ouvrir un atelier de couture plus grand. Il y avait quelque chose dans ses yeux sombres qui m'intriguait depuis toujours, une tristesse profonde qu'elle n'expliquait jamais. Quand j'étais enfant, je posais des questions sur mon père, mais elle se contentait de dire qu'il était parti quand j'étais bébé. Rien de plus. Maman, Monsieur Dubois a dit que la commande des maillots de l'équipe de foot était parfaite, ai-je commenté, pour tenter de lui arracher un sourire. Ce sont 50 maillots, ça va nous rapporter un bon revenu à la fin du mois. Madame Jeanne a hoché la tête, mais est restée silencieuse. Elle a rangé les courses dans le vieux réfrigérateur qui faisait plus de bruit qu'un moteur de camion, puis s'est assise sur la chaise à bascule que mon grand-père avait fabriquée il y a des décennies. C'était le seul bon meuble que nous avions dans la maison. Chloé, j'ai quelque chose à te dire, a-t-elle finalement prononcé, d'une voix qui semblait porter le poids du monde. J'ai arrêté de repasser et je me suis tournée vers elle entièrement. Ma mère entamait rarement de conversations sérieuses, je savais donc que c'était important. Peut-être qu'elle allait enfin me parler de mon père ou du mystère qui avait toujours plané sur notre famille. Ton oncle Antoine est revenu, a-t-elle dit, et mon estomac s'est noué. L'oncle Antoine était le frère de mon grand-père paternel, un homme que je n'avais vu que 3 ou 4 fois dans ma vie. Il apparaissait toujours avec des vêtements chers, parlant d'affaires florissantes dans d'autres villes, promettant une aide qui n'arrivait jamais. La dernière fois qu'il était venu, j'avais 16 ans, et je me souviens de la façon dont il me regardait, ce qui me mettait mal à l'aise. Il veut te proposer un travail, a continué ma mère, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Il dit qu'il connaît des gens à l'étranger, que tu pourrais travailler comme mannequin ou quelque chose comme ça. Mon cœur s'est emballé. Mannequin? Je savais que j'étais jolie, j'avais de longs cheveux bruns raides, de grands yeux, et les gens commentaient toujours mon apparence, mais je n'avais jamais pensé à travailler là-dedans. L'idée de quitter le village, de découvrir d'autres endroits, de gagner assez d'argent pour changer notre vie, a fait s'envoler mon imagination. Juste pour être sûr que tu continues à recevoir nos histoires, abonne-toi à la chaîne. Mets aussi un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes. Quel genre de travail, maman? Il n'a pas bien expliqué. Il a dit qu'il viendrait te parler demain. J'ai remarqué que ma mère serrait les poings en parlant. Ses mains, marquées par le travail acharné, tremblaient légèrement. Je me suis approchée d'elle et je me suis agenouillée à côté de la chaise. Maman, si tu ne veux pas que j'y aille, je n'irai pas. On continue ici, je développerai mon entreprise de couture petit à petit. Elle m'a regardée avec ses yeux qui gardaient des secrets, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait enfin tout me dire. Mais elle a juste caressé mon visage avec tendresse. Tu mérites une vie meilleure que celle-ci, ma fille. Tu l'as toujours méritée. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai imaginé ce que ce serait de travailler comme mannequin, de voyager à l'étranger, de porter de beaux vêtements, de gagner assez d'argent pour acheter une nouvelle maison à ma mère. Peut-être que nous pourrions même vivre ensemble dans une grande ville, loin de cet endroit où les opportunités étaient aussi rares que la pluie en été. Quand le coq du voisin a chanté pour annoncer l'aube, j'étais déjà debout, en train de préparer le café. Ma mère est descendue de la terrasse où elle avait étendu du linge et m'a trouvée prête, dans ma meilleure robe bleu marine, les cheveux attachés en une élégante queue de cheval. Tu as l'air très excitée par cette conversation, a-t-elle commenté, mais elle ne semblait pas heureuse de mon enthousiasme. Maman, et si c'était vrai? Et si c'était ma chance de changer nos vies? L'oncle Antoine est arrivé à 10 heures précises, au volant d'une voiture qui valait plus que toute notre maison. C'était un homme grand et mince, aux cheveux gris peignés en arrière, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il portait un costume bien coupé et des chaussures en cuir lustré qui contrastaient violemment avec le sol en terre battue de notre rue. « Chloé, comme tu as grandi !» a-t-il dit en me serrant dans ses bras, une étreinte qui a duré plus longtemps que je ne l'espérais. « Tu es devenue une très belle jeune femme. Je suis sûre que tu auras beaucoup de succès. »
Nous nous sommes assis dans le petit salon où je lui ai offert du café et des biscuits que j'avais achetés spécialement pour l'occasion. L'oncle Antoine a parlé de ses contacts internationaux, d'agences de mannequins qui recherchaient de nouveaux visages exotiques, de l'opportunité unique qu'il m'offrait. Le travail se ferait où exactement? Ai-je demandé, en essayant d'avoir l'air professionnel. Initialement au Moyen-Orient. Il y a une très forte demande de mannequins occidentaux là-bas. Tu ferais des campagnes publicitaires, des défilés, peut-être même des tournages pour la télévision. Le paiement se ferait en euros. Ma mère est restée silencieuse, écoutant chacune de ses paroles avec une attention qui m'a semblé excessive. Quand j'ai posé des questions sur les documents, les contrats et les détails légaux, l'oncle Antoine a agité la main comme si c'était une bêtise. L'agence s'en charge, ne t'inquiète pas. Tu as juste besoin d'être prête à partir la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ma voix est sortie plus forte que prévu. Les opportunités dans ce milieu arrivent vite et disparaissent encore plus vite. Si tu veux vraiment changer de vie, tu dois être courageuse. J'ai regardé ma mère pour chercher des conseils, mais elle avait le visage tourné vers la fenêtre, comme si elle luttait contre une pensée douloureuse. Quand elle m'a finalement regardée, j'ai vu des larmes contenues dans ses yeux. Maman, c'est ta décision, ma fille. Mais la façon dont elle l'a dit ressemblait à des excuses anticipées. À ce moment-là, j'aurais dû remarquer les signes. La nervosité de ma mère, la hâte inexplicable de mon oncle, l'absence de documents officiels, le flou autour des détails importants. Mais j'étais aveuglée par la possibilité d'échapper enfin à cette vie de restriction, de donner à ma mère tout ce qu'elle méritait. J'accepte, je dis, et c'était comme si j'avais signé ma propre sentence. L'oncle Antoine a souri d'une manière qui aurait dû m'alarmer, et quand il a pris congé, il a murmuré quelque chose à l'oreille de ma mère qui l'a fait pâlir. Après son départ, j'ai trouvé ma mère en larmes dans la cuisine, tenant une vieille photo que je n'avais jamais vue auparavant. C'était une image d'elle jeune, magnifique, à côté d'un homme aux yeux clairs et à la peau bronzée, portant des vêtements élégants dans un décor qui semblait exotique. Qui est cet homme, maman? Elle a caché la photo rapidement et a essuyé ses larmes. Personne d'important. Juste quelqu'un du passé. Mais j'en avais vu assez. L'homme sur la photo avait mes yeux. La semaine est passée comme un ouragan. J'ai fait mes valises avec mes meilleurs vêtements, qui n'étaient en réalité ni nombreux ni très bons, j'ai dit au revoir aux voisines qui me souhaitaient bonne chance avec une jalousie mal dissimulée, et j'ai essayé de calmer ma mère, qui devenait de plus en plus étrange et mélancolique chaque jour. La veille du voyage, elle m'a réveillée au milieu de la nuit en tenant une petite chaîne en or avec un pendentif en forme de croissant de lune. C'était le seul bijou qu'elle possédait, quelque chose que je ne l'avais jamais vu porter. « Je veux que tu l'emportes avec toi », a-t-elle dit en me mettant la chaîne autour du cou. Et promets-moi, quoi qu'il arrive, que tu n'oublieras jamais qui tu es. Maman, tu me fais peur. On dirait que je ne reviendrai jamais. Si, ma fille, tu pourras toujours revenir. Promets-moi juste que tu te souviendras de qui tu es. J'ai promis, sans comprendre complètement ce qu'elle voulait dire. L'oncle Antoine est venu me chercher à l'aube. Ma mère m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte comme si c'était la dernière fois, et elle m'a murmuré à l'oreille, « Si un jour tu découvres la vérité, sache que je t'ai toujours aimé plus que ma propre vie. » L'aéroport le plus proche se trouvait à 5 heures de route. Pendant le trajet, j'ai essayé de parler à l'oncle Antoine en posant des questions sur ma destination finale, sur les gens avec qui j'allais travailler, sur le moment où je pourrais envoyer de l'argent à la maison. Ses réponses étaient toujours vagues et il semblait plus intéressé à me dire comment je devais me comporter, être poli, ne pas poser trop de questions, faire confiance aux personnes qui s'occuperaient de moi. Et si je ne m'adapte pas? Et si je veux rentrer à la maison? Bêtise, Chloé. Tu es une fille intelligente, tu t'en sortiras très bien. Il suffit d'être souple. Le mot souple a sonné étrangement dans sa bouche, chargé d'un sens que je ne parvenais pas encore à déchiffrer. À l'aéroport, il m'a donné un passeport qui semblait trop neuf, des documents qu'il ne m'a pas laissé examiner correctement, et une enveloppe scellée qu'il m'a dit de remettre aux personnes qui m'accueilleraient à destination. Il m'a également donné de l'argent liquide, plus d'argent que je n'en avais vu de toute ma vie. Cet argent est pour tes dépenses personnelles pendant le voyage et les premiers jours. Le reste ira directement sur ton compte bancaire, qu'ils t'ouvriront là-bas. L'avion était immense et luxueux, différent de tout ce que j'avais imaginé. Je n'avais jamais pris l'avion auparavant, et la peur mélangée à l'excitation a fait se retourner mon estomac pendant tout le décollage. Assise près du hublot, j'ai vu notre petite ville devenir minuscule en contrebas jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans les nuages. Pendant les longues heures de vol, avec une escale à Paris, j'ai eu trop de temps pour réfléchir. Je repassais chaque mot de la conversation avec l'oncle Antoine, chaque expression étrange de ma mère, chaque détail qui ne semblait pas s'emboîter parfaitement. Mais j'arrivais toujours à la même conclusion, je faisais ce qu'il fallait. C'était ma chance de changer de vie. L'hôtesse de l'air, une femme élégante qui parlait plusieurs langues, a été très gentille avec moi.
Quand elle a su que c'était mon premier voyage à l'étranger, elle m'a donné des conseils sur le pays où j'allais, sur les coutumes locales, sur la façon de me comporter. C'est elle qui m'a averti, de manière subtile, que certaines choses fonctionnaient de manière très différente au Moyen-Orient. Vous êtes très jeune et très jolie, a-t-elle dit pendant l'escale à Paris. Soyez juste prudente et faites confiance à votre instinct. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire à l'époque, mais ces mots ont continué de résonner dans mon esprit. Quand nous avons finalement atterri, il était 2 heures du matin, heure locale. L'aéroport était immense, moderne, avec des gens de toutes nationalités qui se pressaient. J'ai cherché le panneau avec mon nom, comme l'oncle Antoine me l'avait demandé, et je l'ai trouvé tenu par 2 hommes en costume sombre. Mademoiselle Chloé, a demandé l'un d'eux en anglais avec un fort accent. Oui, c'est moi. Ils m'ont salué poliment mais avec distance, ont pris mes bagages et m'ont conduite à une voiture aux vitres teintées qui nous attendait à la sortie de l'aéroport. Pendant le trajet, j'ai essayé d'observer la ville par la fenêtre, mais il était difficile de voir grand-chose dans l'obscurité. Ce que j'ai pu apercevoir, c'était des gratte-ciel très hauts illuminés de lumière dorée, une architecture qui mélangeait la modernité avec des éléments qui semblaient tout droit sortis des contes des Mille et une nuits. Où allons-nous? Ai-je demandé. Hôtel, a répondu l'un d'eux sèchement. Mais nous ne semblions pas nous diriger vers le quartier commercial de la ville. Les rues sont devenues plus larges, moins animées, et de hauts murs et d'élégants portails ont commencé à apparaître. Après presque 1 heure de route, la voiture s'est arrêtée devant un immense portail décoré de détails dorés. Nous sommes arrivés, a dit le chauffeur. Quand le portail s'est ouvert et que nous sommes entrés, ma respiration s'est coupée. Ce n'était pas un hôtel, c'était un palais. Dame Jardin parfaitement entretenu s'étendait de tous les côtés, éclairé par des luminaires qui créaient une ambiance magique même dans l'obscurité de la nuit. Dame Fontaine chantait doucement pendant que la voiture parcourait le chemin pavé de pierres claires jusqu'à l'entrée principale de ce qui semblait être une construction sortie d'un rêve. Le palais était un mélange impressionnant d'architecture arabe traditionnelle avec des touches de modernité. D'élégantes colonnes soutenaient des arches délicatement ouvragées, tandis que des fenêtres en forme de demi-lune laissaient filtrer la lumière dorée de l'intérieur dans les jardins. Tout était grand, luxueux, intimidant. 2 hommes vêtus de tuniques blanches sont descendus les marches de marbre pour nous accueillir. L'un d'eux, plus âgé, avec une barbe grise soigneusement taillée, s'est adressé à moi dans un anglais parfait. Madame Chloé, soyez la bienvenue. Je suis Hassan, l'administrateur de la maison. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Merci, ai-je réussi à répondre, essayant encore de comprendre où j'étais exactement. Mes bagages ont été retirés de la voiture par d'autres domestiques et Hassan m'a conduite à travers le hall principal. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur, des sols en marbre poli reflétaient des lustres gigantesques en cristal, des tapis persans recouvraient des zones spécifiques, créant des ambiances chaleureuses, et des tableaux avec des calligraphies arabes dorées décoraient les hauts murs. Vous devez être fatigué du voyage, a dit Hassan alors que nous marchions dans des couloirs qui semblaient ne pas avoir de fin. Nous allons vous accompagner dans votre chambre pour que vous puissiez vous reposer. Demain, vous serez présenté aux autres demoiselles et vous recevrez toutes les instructions nécessaires. D'autres demoiselles? Oui, il y a 6 autres jeunes femmes logées ici pour le moment, toutes dans des situations similaires à la vôtre. Je ne savais pas ce que signifiait situation similaire à la mienne, mais j'étais trop fatiguée pour poser plus de questions. Hassan s'est arrêté devant une porte en bois sculpté et l'a ouverte, révélant une chambre plus grande que toute la maison où j'avais grandi. Le lit avait un baldaquin avec des rideaux en soie bleue, il y avait une vieille coiffeuse avec un miroir doré, un petit canapé placé près de la fenêtre, et une porte qui menait à une salle de bain privée avec une baignoire en marbre qui ressemblait à une petite piscine. Vos vêtements ont été rangés dans le placard, a dit Hassan. Demain, une des servantes viendra vous aider à vous habiller de manière appropriée pour le petit déjeuner. Veuillez ne pas sortir de la chambre avant qu'on ne vienne vous chercher. Je ne peux pas sortir de la chambre. C'est pour votre propre sécurité et votre confort. C'est une très grande maison, il serait facile de se perdre. Après qu'il soit parti et que j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, un frisson glacial m'a parcouru. J'ai couru jusqu'à la porte et j'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était verrouillée de l'extérieur. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé en bas, j'étais au 2e étage, et même si je parvenais à descendre, il y avait de hauts murs qui entouraient toute la propriété. Je me suis assise sur le lit trop moelleux et j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. Je n'étais clairement pas dans un hôtel ordinaire, et il ne semblait absolument pas que j'étais là pour travailler comme mannequin. Les mots de l'hôtesse de l'air me sont revenus à l'esprit, faites confiance à votre instinct. Et mon instinct hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai ouvert ma valise pour chercher mon téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. J'ai essayé d'appeler ma mère, mais les appels ne passaient pas. C'était comme si j'étais complètement isolée du monde extérieur. Épuisée par la fatigue et la tension, je me suis finalement endormie habillée, serrant l'oreiller qui sentait la rose et le jasmin. Je me suis réveillée avec quelqu'un frappant doucement à la porte.
La lumière dorée du soleil entrait par la fenêtre, et j'ai pu mieux voir les jardins du palais. Ils étaient encore plus impressionnants de jour, avec de très grands palmiers, des parterres de fleurs colorées et plusieurs personnes qui travaillaient pour que tout reste parfait. Entrez, ai-je dit, en m'asseyant sur le lit et en essayant de me coiffer. Une jeune femme est entrée, portant un plateau avec du thé et des fruits. Elle était belle, avec des yeux sombres et expressifs et un hijab vert d'eau qui mettait en valeur son visage délicat. Elle semblait avoir à peu près mon âge. Bonjour, je m'appelle Amira, a-t-elle dit en français avec un accent étranger. Je suis venue vous aider à vous préparer. Vous parlez français. Je parle plusieurs langues. Cela fait partie de mon travail ici. Elle a posé le plateau sur la petite table près de la fenêtre et s'est tournée vers moi. Vous devez être confuse et effrayée. C'est normal. Où suis-je exactement? Et pourquoi ne puis-je pas sortir de ma chambre? Amira a jeté un regard rapide vers la porte, comme pour vérifier si quelqu'un écoutait, puis s'est approchée et a baissé la voix. Vous êtes dans la maison d'un homme très puissant. Il acquiert de jeunes femmes de plusieurs parties du monde pour de la compagnie. Mon estomac s'est retourné. De la compagnie. Il y a différents types d'arrangements. Certaines restent quelques semaines, d'autres plusieurs mois. Certaines sont mieux traitées que d'autres en fonction de circonstances spéciales. Je ne comprends rien. Je suis venue pour travailler comme mannequin. Mon oncle a dit. Amira m'a regardé avec un mélange de pitié et de tristesse. Votre oncle a menti, Chloé. Vous avez été vendue. Le mot vendu a résonné dans mon cerveau comme un coup de poing. J'ai senti le monde tourner autour de moi et Amira m'a tenu par les épaules. Respirez. Je sais que c'est un choc, mais vous devez vous calmer et m'écouter attentivement. Vendu pour combien? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je ne puisse les contrôler. 200 000 euros. Le chiffre était si absurde qu'il semblait presque irréel. 200 000 euros, c'était plus d'argent que je n'aurais pu en gagner en plusieurs vies en travaillant comme couturière dans mon village. Mais il y a quelque chose d'étrange dans votre cas, a continué Amira. Normalement, les jeunes femmes sont emmenées directement pour remplir leurs obligations. Vous êtes ici depuis 2 semaines et on ne vous a toujours pas appelé pour rencontrer le cheikh. Le cheikh, l'homme qui vous a acheté. Le cheikh Salim Asidlin Olei Kraman. Il est membre de l'une des familles les plus importantes de ce pays, il a des affaires dans plusieurs parties du monde, il possède plusieurs palais comme celui-ci. Mon esprit luttait pour tout comprendre. Et les autres jeunes femmes qui sont ici, chacune a une histoire différente. Certaines ont été vendues par des familles désespérées, d'autres ont été dupées comme vous. Mais elles sont toutes dans la même situation maintenant. Amira m'a aidé à choisir des vêtements dans le placard de longues robes élégantes que je n'avais jamais portées, très différentes des vêtements simples que j'avais apportés dans ma valise. Pendant que je m'habillais, elle a continué à m'expliquer comment les choses fonctionnaient ici. Le cheikh est un homme compliqué. Parfois il est gentil, parfois il est terrible. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, il a demandé spécifiquement à vous voir aujourd'hui. Mon sang s'est glacé. Aujourd'hui, après le déjeuner, Hassan viendra vous chercher. J'ai terminé de m'habiller, les mains tremblantes. La robe bleu foncé était jolie et m'allait bien, mais elle ressemblait à un déguisement, comme si je m'habillais pour jouer un rôle que je ne comprenais pas. Amira, connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? Elle a secoué la tête tristement. Beaucoup ont déjà essayé. Les murs sont hauts, il y a des gardes partout, et nous sommes au milieu du désert. Même si vous parveniez à sortir du palais, où iriez-vous? Vous ne connaissez pas la langue, vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas d'argent. Alors il n'y a pas d'espoir. Amira m'a regardé droit dans les yeux. Il y a quelque chose d'étrange dans votre cas, Chloé. Le cheikh a demandé spécifiquement votre nom complet, le nom de votre mère. Quand Hassan a répondu, il est resté silencieux pendant très longtemps. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Je ne sais pas, mais c'est peut-être votre salut. Elle a ramassé le plateau du petit déjeuner et s'est dirigée vers la porte, mais avant de sortir, elle s'est retournée vers moi une fois de plus, quelle que soit la raison pour laquelle il vous a amené ici, Chloé, ne laissez pas qu'il vous écrase. Parfois, notre seule arme est notre propre identité. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un brouillard d'anxiété et de pensées contradictoires. Je suis restée à la fenêtre à observer le mouvement dans le jardin, essayant de mémoriser chaque détail qui pourrait être utile plus tard. J'ai vu des jardiniers, des gardes armés marchant discrètement entre les arbres, et d'autres jeunes femmes se promenant dans une zone spécifique qui semblait leur être réservée. Elles portaient toutes des vêtements élégants et semblaient bien soignées, mais il y avait quelque chose dans leurs mouvements qui suggérait la résignation, comme si elles étaient de jolis oiseaux dans une cage dorée. L'une d'elles, une jeune femme blonde qui semblait européenne, a regardé dans la direction de ma fenêtre et a fait un signe de tête triste. J'ai répondu, ressentant un lien immédiat avec quelqu'un qui était probablement dans la même situation que moi. Vers midi, Hassan a frappé à ma porte, accompagné d'Amira et d'une femme plus âgée qui s'est présentée comme Madame Fatima. L'heure de rencontrer le cheikh est arrivée, a dit Hassan avec formalité.
Madame Fatima va vous accompagner et vous expliquer le protocole approprié. Madame Fatima était une femme imposante, avec des cheveux gris attachés en un chignon parfait et des vêtements qui inspiraient l'autorité. Ses yeux étaient froids, mais pas cruels, plutôt comme ceux de quelqu'un qui avait vu beaucoup de choses dans la vie et avait développé une carapace protectrice. Écoutez attentivement, a-t-elle dit pendant que nous marchions dans les couloirs. Quand vous entrez dans la pièce, attendez d'être invité à vous asseoir. Ne parlez pas à moins qu'on ne vous pose une question. Gardez les yeux baissés par respect. S'il vous offre quelque chose à manger ou à boire, acceptez avec gratitude. Et s'il veut, il ne vous touchera pas aujourd'hui. Ce n'est qu'une première rencontre. Nous nous sommes arrêtés devant deux énormes portes en bois sombre sculptées de symboles que je ne reconnaissais pas. Hassan les a ouvertes lentement, révélant une pièce qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées ou d'un cauchemar, selon la perspective. L'espace était circulaire, avec une coupole très haute décorée de mosaïques dorées qui créaient des motifs hypnotiques. Tapis persans recouvraient le sol, des coussins de soie étaient disposés autour d'une table basse en marbre, et de l'encens brûlait dans de petits récipients éparpillés dans la pièce, créant une atmosphère dense et parfumée. Et là, assis sur un fauteuil qui ressemblait à un trône, se trouvait l'homme qui avait payé 200 000 € pour moi. Le cheikh Salim Assidine Olei Kraman était différent de ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas un vieil homme dégoûtant, comme mon esprit l'avait imaginé. Il semblait avoir entre 40 et 50 ans, des cheveux foncés avec quelques mèches grises sur les tempes, une peau bronzée par le soleil du désert, et des yeux d'un vert clair presque hypnotique. Il portait des vêtements traditionnels blancs qui mettaient en valeur sa posture élégante et autoritaire. Mais ce qui m'a choqué, ce n'était pas son apparence. C'était le regard qu'il m'a adressé en entrant dans la pièce. Ce n'était pas le regard d'un prédateur évaluant sa proie, comme je m'y attendais. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe, de la surprise, de la reconnaissance, et quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Approchez, a-t-il dit en français parfait, d'une voix profonde qui a résonné dans la pièce. J'ai marché lentement jusqu'à la zone des coussins, en gardant les yeux baissés comme Madame Fatima l'avait demandé. Mais quand il a dit « Regardez-moi », je n'ai pas pu désobéir. Nos yeux se sont rencontrés, et c'est comme si le temps s'était arrêté. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, quelque chose qui touchait des souvenirs que je ne savais pas posséder. « Quel est le nom complet de votre mère » a-t-il demandé, en se penchant en avant. Jeanne Martin Dupuis, ai-je répondu, surprise par la question. Il a fermé les yeux un instant, comme s'il absorbait une information douloureuse. Et elle ne vous a jamais parlé de son passé ? Non, monsieur. Elle a toujours été très discrète à ce sujet. Le cheikh Salim s'est levé et s'est dirigé vers l'une des fenêtres, me tournant le dos pendant plusieurs minutes. Le silence dans la pièce était presque suffocant, seulement brisé par le son lointain des fontaines dans le jardin. « Hassan, a-t-il finalement dit, sans se retourner. Laissez-nous seuls. » Hassan, Madame Fatima et Amira sont sortis de la pièce et je suis restée là, assise sur les coussins, le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'ils pouvaient l'entendre. « Vous avez ces yeux, a-t-il dit, en regardant toujours par la fenêtre. Exactement les mêmes yeux. Monsieur ?» Il s'est tourné vers moi, et il y avait maintenant des larmes contenues dans ses yeux verts. Il y a 23 ans, j'ai rencontré une jeune Française. C'était la plus belle femme que j'ai jamais vue, et aussi la plus courageuse. Son nom était Jeanne, mais je l'appelais Jeannette. Mon monde s'est effondré. Elle était ici, dans ce même palais, mais dans des circonstances très différentes. Elle travaillait pour une famille diplomatique, s'occupant des enfants. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête, et ce fut comme si l'univers entier s'alignait en un seul instant. Il s'est approché et s'est agenouillé devant moi, tenant doucement mon visage dans ses mains. Nous nous sommes aimés profondément, intensément, d'un amour interdit. Elle est tombée enceinte et je voulais l'épouser, l'amener dans ma vie officiellement. Mais ma famille ne l'a pas permis. J'étais déjà promis en mariage pour renforcer des alliances politiques. Les larmes que je retenais ont commencé à couler librement sur mon visage. Elle est rentrée en France sans me dire où elle était exactement. Je l'ai cherchée pendant des années, mais le pays est immense et elle avait complètement disparu. « Vous êtes votre père » a-t-il dit, d'une voix brisée. Et l'homme qui vient d'acheter sa propre fille pour 200 000 €. La révélation m'a frappé comme un éclair. Tout a commencé à prendre sens, la nervosité de ma mère, la photo cachée, la chaîne avec le croissant de lune qu'elle m'avait mise autour du cou, la façon dont l'oncle Antoine lui avait murmuré quelque chose à l'oreille avant de partir. Ma mère savait. Apparemment oui. Et votre oncle aussi. Il m'a contacté il y a quelques mois, il a dit qu'il savait où était ma fille perdue et que vous aviez besoin d'aide financière. Il a proposé de me vendre des informations sur vous pour une grosse somme. J'ai cru qu'il mentait, que c'était une sorte d'escroquerie. Le cheikh Salim s'est éloigné et s'est dirigé vers une table où plusieurs documents étaient éparpillés. Mais il m'a alors montré des photos de vous, votre nom complet, des détails sur votre mère que seule une personne très proche pouvait savoir. Et je n'ai pas pu résister à la possibilité de vous retrouver enfin.
Alors vous m'avez acheté en sachant que j'étais votre fille? Non. Il s'est retourné rapidement, avec du désespoir dans les yeux. J'ai payé en pensant que je vous sauvais. Votre oncle a dit que vous étiez forcé de travailler dans des conditions terribles, qu'il y avait des hommes dangereux intéressés à vous emmener dans la prostitution. Il a dit que la seule façon de vous sauver était de vous amener ici, sous ma protection. J'ai ressenti un mélange confus de soulagement et de colère, mais je n'étais pas en danger. Je travaillais honnêtement, je m'occupais de ma mère, je me construisais une vie. Je le sais maintenant. Quand vous êtes arrivé et que j'ai vu que vous étiez en bonne santé, bien soigné, et que vous n'aviez clairement pas besoin d'être sauvé, j'ai réalisé que j'avais été dupé. Mais ensuite Hassan m'a dit votre nom complet, et tout s'est éclairci. Puisque tu es resté avec moi jusqu'ici, c'est que tu aimes nos histoires. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Mets un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu nous regardes. Il est retourné s'asseoir sur les coussins, l'air épuisé. Chloé, vous devez comprendre au cours des 23 dernières années, pas un seul jour ne s'est passé sans que je pense à votre mère et à la possibilité d'avoir un enfant en France. C'était la plus grande douleur de ma vie de la laisser partir. Et maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je dois trouver un moyen de réparer cette situation terrible. Vous ne pouvez pas rester ici comme les autres demoiselles. Vous êtes ma fille, vous avez du sang royal. Mais je ne peux pas non plus l'annoncer publiquement. Pourquoi? Le cheikh Salim a poussé un soupir profond. Parce que j'ai une épouse officielle et des enfants légitimes. Dans notre culture, dans notre politique, admettre publiquement que j'ai une fille née hors mariage, surtout avec une étrangère, pourrait provoquer un scandale qui détruirait notre famille et notre position. Alors je suis un problème pour vous. Vous êtes la chose la plus précieuse que j'ai trouvée depuis des décennies. Mais oui, votre présence ici représente un problème très complexe. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, tous deux absorbant l'ampleur de la situation. J'essayais de réaliser que j'avais trouvé mon père quelque chose dont j'avais rêvé toute ma vie mais dans les circonstances les plus bizarres et les plus dangereuses possibles. Les autres demoiselles savent-elles qui vous êtes? Ai-je demandé. Non. Pour elles, pour tous les serviteurs, vous n'êtes qu'une autre acquisition. Et vous devez le rester jusqu'à ce que je décide quoi faire. Et votre famille? Votre femme et vos enfants? Ma femme, Yasmine, est une femme intelligente mais jalouse. Si elle découvre qui vous êtes vraiment, votre vie sera en danger. Mes enfants. Certains pourraient vous accepter, d'autres vous verraient comme une menace pour l'héritage. Vous êtes en train de dire que je pourrais mourir d'être votre fille? Je dis que la situation est délicate et doit être traitée avec beaucoup de prudence. Il s'est levé et s'est dirigé vers un coffre-fort caché derrière un tapis. Il en a sorti une petite boîte en bois sculpté et est revenu vers moi. Ceci a appartenu à votre mère, a-t-il dit en ouvrant la boîte. À l'intérieur, il y avait une chaîne identique à celle que je portais au cou, mais avec un pendentif en forme de soleil. Quand j'ai approché les deux pendentifs, ils se sont emboîtés parfaitement, formant un cercle complet. Nous nous les sommes offerts en symbole que, quoi qu'il arrive, nous serions toujours deux moitiés du même tout. Quand elle est partie, elle a emporté la lune et m'a laissé le soleil. J'ai placé les deux pendentifs ensemble dans la paume de ma main et j'ai ressenti un lien profond avec ma mère, avec l'histoire d'amour impossible qui avait abouti à mon existence. M'aime-t-elle encore? A-t-il demandé, avec une vulnérabilité qui contrastait avec son autorité précédente. Elle n'a jamais parlé de vous, mais il y a toujours eu une tristesse dans ses yeux qui prend tout son sens maintenant, et elle est devenue désespérée quand elle a su que je venais ici. Elle a essayé de vous en empêcher? Pas directement, mais j'ai senti qu'elle luttait contre quelque chose. Le cheikh Salim a fermé les yeux, absorbant l'information. Elle a probablement reconnu le nom de la région quand votre oncle a mentionné la destination. Elle a dû soupçonner qu'il y avait un lien avec moi. Soudain, nous avons entendu des pas pressés dans le couloir et Hassan est entré dans la pièce sans frapper, ce qui était clairement une rupture de protocole. Monsieur, je m'excuse de l'intrusion, mais Lady Yasmine revient plus tôt de son voyage. Elle arrivera dans 1 heure. Le cheikh Salim a pâli. Elle ne devait pas revenir avant la fin de la semaine. Il y a eu un changement de plan. Et elle est déjà au courant de la nouvelle acquisition. Mon père c'était encore étrange de penser à lui ainsi s'est levé rapidement et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, essayant clairement de formuler un plan. Hassan, ramenez Chloé dans sa chambre immédiatement, et assurez-vous qu'elle y reste jusqu'à nouvel ordre. Monsieur, a hésité Hassan. Lady Yasmine a exprimé le souhait de rencontrer la nouvelle demoiselle. Elle a dit qu'elle viendrait lui rendre visite aujourd'hui même. Le silence qui a suivi était lourd de tension. Le cheikh Salim m'a regardé avec une expression qui mélangeait protection et désespoir. Chloé, vous devez comprendre, ma femme n'est pas une femme cruelle, mais elle est possessive. Et quand elle se sent menacée, elle peut être dangereuse. Menacée par moi, par toute femme jeune et jolie qui entre dans cette maison. Elle a déjà. Il y a eu des incidents par le passé.
Hassan a toussé discrètement. Monsieur, il serait peut-être prudent de préparer Lady Chloé pour la rencontre, de lui donner des instructions sur la façon de se comporter. Oui, vous avez raison. Le cheikh Salim s'est tourné vers moi. Quand ma femme viendra vous rendre visite, vous devez être respectueuse mais pas trop soumise. Elle pourrait interpréter une soumission excessive comme de la peur, et la peur éveille ses instincts de prédatrice. Soyez poli, répondez honnêtement à ces questions, mais ne révélez rien de notre conversation d'aujourd'hui. Et si elle le découvre, elle ne doit pas le découvrir. Votre vie en dépend littéralement. Hassan m'a raccompagné dans ma chambre et pendant le chemin, il a chuchoté rapidement « Lady Yasmine a des moyens de faire parler les gens. Soyez plus maligne qu'elle ». De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, essayant de mettre de l'ordre dans tout ce que j'avais découvert. En quelques heures, ma vie avait été complètement bouleversée. J'avais trouvé mon père, découvert que j'avais été vendue par mon propre oncle, et maintenant j'étais sur le point d'affronter une femme qui représentait apparemment un danger mortel pour moi. J'ai touché la chaîne autour de mon cou, connaissant maintenant toute la signification derrière elle, et j'ai pensé à ma mère. Elle avait gardé ce secret pendant plus de 20 ans, portant seule le poids d'un amour impossible et élevant une fille qui était le souvenir vivant de cet amour. Aussi bizarre que fût la situation, j'ai ressenti un étrange sentiment de plénitude. Je savais enfin d'où venaient mes yeux verts, ma ténacité, ma tendance à rêver en grand. Je comprenais aussi pourquoi je m'étais toujours sentie différente dans le village, comme si je n'appartenais pas complètement à cet endroit. Mais maintenant, j'avais un problème beaucoup plus immédiat, comment survivre à la rencontre avec Lady Yasmine sans révéler qui j'étais vraiment. Amira est apparue dans ma chambre une heure plus tard, portant un plateau avec du thé et l'air plus nerveuse que d'habitude. Lady Yasmine est arrivée, a-t-elle dit en arrangeant les tasses avec des mains légèrement tremblantes. Elle veut vous voir dans une demi-heure. Amira, j'ai une question à te poser, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Elle a arrêté ce qu'elle faisait et m'a regardé attentivement. Qu'est-il arrivé aux autres demoiselles qui étaient ici avant? Celles qui ont disparu? Amira a jeté un regard vers la porte, s'est assurée qu'elle était fermée, et s'est assise à côté de moi sur le lit. Certaines ont été transférées ailleurs. Certaines ont été renvoyées quand elles n'ont pas pu. Et certaines. Certaines quoi? Certaines ont fait en sorte que Lady Yasmine se sente menacée. Et qu'est-il arrivé à celle-là? Dames accidents. Toujours des accidents. L'une est tombée du balcon de sa chambre. Une autre a eu une réaction allergique grave à quelque chose qu'elle a mangé. Une troisième a simplement disparu une nuit et n'a jamais été revue. Mon sang s'est glacé. Dames accidents. Lady Yasmine est très intelligente. Il n'y a jamais de preuves, jamais de témoins. Juste. Des accidents malheureux. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'il y a quelque chose de différent chez vous, Chloé. Le cheikh vous traite différemment. Et ça va rendre Lady Yasmine encore plus dangereuse. Amira m'a aidé à me préparer pour la rencontre en choisissant une robe conservatrice de couleur beige qui n'était ni trop voyante ni trop banale. Pendant qu'elle m'arrangeait les cheveux, elle a continué à me donner des conseils de survie. Elle va essayer de vous provoquer, de vous faire perdre votre sang-froid. Ne réagissez pas. Elle posera des questions personnelles intrusives. Répondez, mais sans donner de détails inutiles. Et surtout, ne montrez pas de peur, elle est capable de sentir l'odeur de la peur. Comment sais-tu tout ça sur elle? Je suis ici depuis 3 ans. J'ai vu beaucoup de choses. Et pourquoi es-tu toujours ici? Pourquoi n'as-tu pas essayé de fuir? Amira a souri tristement. Où irais-je? Ma famille m'a vendu pour payer les dettes de jeu de mon père. Je n'ai nulle part où retourner, et ici au moins j'ai de la nourriture, un toit, et une certaine sécurité. Tant que je reste invisible et utile. Quelques minutes avant l'heure prévue, Hassan est venu me chercher. Cette fois, nous avons marché vers une autre aile du palais, plus moderne et luxueuse. Les murs étaient décorés de tableaux contemporains et de photographies de la famille royale lors d'événements officiels. Nous nous sommes arrêtés devant une double porte en verre dépoli qui s'est ouverte automatiquement, révélant un salon élégant avec des meubles modernes dans des tons de blanc et d'or. D'immenses fenêtres offraient une vue panoramique sur les jardins, et l'air conditionné maintenait l'ambiance fraîche et parfumée. Lady Yasmine était assise sur un canapé blanc, portant une robe en soie turquoise qui mettait en valeur sa peau brune et ses cheveux noirs brillants. C'était une très belle femme, probablement à la fin de la trentaine, avec des yeux en amande et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses bijoux étaient discrets mais clairement très chers, et il y avait une aura de pouvoir autour d'elle qui était presque palpable. « Alors, vous êtes la fameuse Chloé » a-t-elle dit en anglais, me jaugeant de la tête aux pieds. « Asseyez-vous. » Je me suis assise sur le fauteuil indiqué, en gardant le dos droit et les mains croisées sur mes genoux. « Vous êtes jolie » a-t-elle continué, mais pas extraordinairement jolie. Je me demande pourquoi mon mari a payé si cher pour vous. Je n'ai pas répondu, car cela ne semblait pas être une question qui exigeait une réponse. Vous ne parlez pas anglais. Un peu, ai-je répondu, en adoptant un accent plus fort express pour paraître moins éduqué. Ah, vous parlez donc. Tant mieux.
Elle s'est levée et a commencé à tourner autour de moi comme un prédat étudiant sa proie. D'où venez-vous en France? D'une petite ville de province. La famille? Juste ma mère. Et comment vous êtes-vous retrouvée ici? J'ai pris une grande inspiration avant de répondre, me souvenant des conseils d'Amira. Mon oncle a dit qu'il y avait du travail comme mannequin. J'avais besoin d'argent. Ah oui, la vieille histoire du rêve de devenir mannequin. Son rire était cristallin et cruel. Combien de filles tombent dans ce même mensonge? Elle s'est arrêtée devant moi et s'est accroupie, posant ses mains sur les accoudoirs du fauteuil et rapprochant son visage du mien. Je vais être claire avec vous, ma chère. Je connais chaque mouvement de mon mari, chaque centime qu'il dépense, chaque personne qui entre dans cette maison. Je sais qu'il vous a traité de manière spéciale depuis votre arrivée. Cela m'intrigue. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non. Elle s'est éloignée et s'est dirigée vers une table d'appoint où se trouvait une boîte à bijoux. Mon mari a eu beaucoup de compagnes au fil des ans, certaines plus mémorables que d'autres. Elle a ouvert la boîte et en a sorti un collier de perles qui semblait valoir une fortune. Ce collier a appartenu à une très jolie demoiselle qui est venue ici il y a 2 ans, Catherine, de Paris. Elle a aussi reçu un traitement spécial de la part de mon mari. Jusqu'à ce qu'un jour, elle ait un terrible accident. Quel genre d'accident? Elle est tombée du balcon de sa chambre pendant la nuit. Très tragique. Surtout parce qu'elle était enceinte. La façon dont elle a dit cela a glacé mon sang. Ce n'était pas une information anodine, c'était une menace voilée. Et cette bague, a-t-elle continué, en montrant une bague en diamant, a appartenu à Sarah, d'Ukraine. Elle aussi était très spéciale pour mon mari. Malheureusement, elle a eu une réaction allergique grave à quelque chose qu'elle a mangé. Les médecins n'ont pas pu la sauver. J'ai parfaitement compris ce qu'elle faisait. Elle me montrait des trophées de femmes qu'elle avait éliminées. Madame, ai-je dit en me levant lentement, je pense qu'il y a un malentendu. Je n'ai aucun intérêt pour votre mari, si ce n'est le respect dû à celui qui m'a offert un abri. Un abri? Elle a ri à nouveau. Ma chère, vous n'êtes pas ici par charité. Vous avez été achetée et payée. Votre fonction est spécifique. Alors pourquoi n'ai-je pas encore été appelée à remplir cette fonction? C'était une question risquée, mais j'avais besoin de comprendre ce qu'elle savait. Lady Yasmine m'a regardée avec une expression calculatrice. Bonne question. Pourquoi mon mari met-il tant de temps à profiter de son acquisition, à votre avis? Elle s'est approchée de nouveau, et cette fois, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la jalousie ou de la possessivité. C'était un type d'intelligence dangereux, comme si elle était en train de reconstituer un puzzle mental. Vous me rappelez quelqu'un, a-t-elle dit lentement. Je n'arrive pas à définir exactement qui, mais il y a quelque chose de familier dans votre visage. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé une expression neutre. Les gens disent souvent que j'ai un visage ordinaire. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de spécifique. Elle s'est éloignée et s'est dirigée vers une étagère où se trouvaient plusieurs photographies dans des cadres dorés. J'ai une excellente mémoire des visages. Je n'oublie jamais une physionomie. Elle regardait une photographie que je ne pouvais pas bien voir de ma position, mais j'ai remarqué comment son expression a subtilement changé. Hassan, a-t-elle appelé, et il est apparu immédiatement dans l'encadrement de la porte. Apportez les anciens albums, spécifiquement ceux des années 2000. Oui, madame. En attendant le retour d'Hassan, Lady Yasmine a continué à m'étudier d'une manière qui me mettait extrêmement mal à l'aise. C'était comme si elle essayait de décomposer mon apparence en parties séparées pour faire une sorte de comparaison. Vous avez des yeux très intéressants, a-t-elle commenté. Les yeux verts sont rares dans votre région de France, n'est-ce pas? Ma grand-mère avait les yeux clairs. Un héritage génétique. HM. Et votre mère, comment est-elle? Une femme travailleuse, simple, blanchisseuse. Son nom? Jeanne. J'ai vu quelque chose passer rapidement dans ses yeux, mais elle l'a bien caché. Hassan est revenu, portant 3 gros albums de photographies. Lady Yasmine les a posés sur la table basse et a commencé à feuilleter le premier, regardant occasionnellement dans ma direction, puis retournant aux photos. Ah, la voilà, a-t-elle finalement dit en s'arrêtant sur une page précise. Je savais que j'avais déjà vu ce visage. Elle a tourné l'album dans ma direction et mon monde s'est effondré pour la 2e fois ce jour-là. C'était une photographie de ma mère, 23 ans plus jeune, magnifique, souriant à côté du cheikh Salim lors d'un événement formel. Elle portait une robe bleue élégante et la chaîne avec le pendentif en croissant de lune que j'avais maintenant au cou. Vous n'êtes pas la fille d'une simple blanchisseuse, a dit Lady Yasmine d'une voix dangereusement calme. Vous êtes la fille de la Française qui a failli détruire mon mariage. Le silence qui a suivi la révélation de Lady Yasmine a été assourdissant. Elle a fermé l'album lentement, sans me quitter des yeux, comme un félin qui venait de coincer sa proie. Mon esprit travaillait frénétiquement, essayant de trouver une issue à cette situation qui était devenue mortelle en quelques secondes. Alors, a-t-elle dit en se levant et en marchant vers la fenêtre, la fille illégitime est de retour à la maison. Je ne savais pas. Bien sûr que si.
Sa voix était glaciale maintenant, toute la fausse courtoisie précédente avait disparu. Vous avez tout planifié. Votre mère vous a envoyé ici pour tenter de réclamer une sorte d'héritage ou peut-être pour raviver une ancienne romance. Ce n'est pas vrai. Je ne savais même pas que mon père était vivant jusqu'à aujourd'hui. Lady Yasmine s'est retournée brusquement. Alors vous admettez qu'il est votre père? J'ai réalisé mon erreur trop tard. J'étais tombée dans son piège, confirmant exactement ce qu'elle soupçonnait. Intéressant, a-t-elle continué, en se rasseyant. Très intéressant. Mon mari achète une Française pour 200 000 euros, et il s'avère que c'est sa propre fille. Quelle coïncidence extraordinaire. Lady Yasmine, je vous jure que... Taisez-vous. Sa voix a tranché l'air comme une lame. Vous allez m'écouter maintenant, et vous allez m'écouter très attentivement. Elle s'est levée à nouveau et s'est dirigée vers un petit bar dans un coin de la pièce, se servant de ce qui ressemblait à du whisky. Il y a 23 ans, une domestique française a failli détruire ma famille. Elle a séduit mon fiancé, est tombée enceinte de lui, et notre mariage a failli être annulé. Savez-vous combien de travail il a fallu pour étouffer ce scandale? Combien d'argent a été dépensé en pots de vin et en menaces pour éloigner cette histoire de la presse? Elle a bu une gorgée de sa boisson avant de continuer. Finalement, nous avons réussi à nous débarrasser d'elle, nous l'avons renvoyée dans le trou d'où elle venait. Et maintenant, plus de 2 décennies plus tard, la petite fille apparaît ici. Je ne suis pas venue ici de mon plein gré. J'ai été trompée. Par votre oncle, je suppose. Un homme intelligent, je dois l'admettre. Il a trouvé un moyen de gagner de l'argent en vendant sa nièce ou en créant des problèmes dans ma famille. Lady Yasmine a fini sa boisson et a posé le verre sur la table avec plus de force que nécessaire. Mais il a sous-estimé une chose importante, moi. Qu'allez-vous faire? La bonne question est que ferez-vous? Parce que, voyez-vous, ma chère, vous avez un problème très sérieux maintenant. Elle s'est approchée de nouveau, et cette fois, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de vraiment menaçant dans sa posture. Si je dis à mes enfants qu'il y a une illégitime qui tente de réclamer une partie de leur héritage, ils vous tueront avant le coucher du soleil. Si je dis au conseil des anciens de la famille que mon mari a ramené sa fille illégitime pour vivre comme une concubine, le scandale sera si grand qu'il pourrait faire s'effondrer toute notre lignée. Alors que voulez-vous? Je veux que vous disparaissiez. Complètement. Comme si vous n'aviez jamais existé. Et comment ferais-je cela? Lady Yasmine a souri, mais c'était un sourire qui n'avait rien d'humain. Laissez-moi m'en occuper. J'ai de l'expérience pour faire disparaître les gens. Hassan, qui était resté silencieux près de la porte pendant toute la conversation, a toussé discrètement. Madame, le cheikh a demandé que... Le cheikh n'a pas besoin de savoir pour cette conversation pour l'instant, a interrompu Lady Yasmine. Pour l'instant. Elle s'est tournée vers moi à nouveau. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Soit vous partez volontairement et je fournirai les moyens pour cela, soit vous aurez l'un de ces malheureux accidents que j'ai mentionnés plus tôt. Et si je dis au cheikh, à mon père, cette conversation, vous pouvez le dire. Mais réfléchissez bien, il doit choisir entre la femme qui lui a donné des enfants légitimes et une position respectable dans la société, ou une illégitime qui est apparue de nulle part et peut détruire tout ce qu'il a construit. Que pensez-vous qu'il choisira? Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing à l'estomac parce que je savais qu'elle avait raison. Même si le cheikh Salim m'avait montré de l'affection, il ne me connaissait pas vraiment. J'étais un risque, une complication dans sa vie bien ordonnée. Hassan, raccompagnez notre invitée dans sa chambre, et assurez-vous qu'elle ait tout le temps de réfléchir à nos options. Hassan m'a escorté sur le même chemin, mais cette fois, le silence entre nous était lourd de tension. Quand nous sommes arrivés à ma chambre, il m'a retenu par le bras avant que j'entre. Elle ne bluffe pas, a-t-il chuchoté. Lady Yasmine ne bluffe jamais. Qu'est-ce que je fais, Hassan? Priez pour que le cheikh trouve une solution avant qu'il ne soit trop tard. Il m'a poussé doucement à l'intérieur de la chambre et a fermé la porte. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure, mais cette fois, le son m'a semblé beaucoup plus définitif, beaucoup plus menaçant. Je me suis assise sur le lit et j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. En moins de 24 heures, j'avais découvert que mon père était un cheikh puissant, que j'avais été vendu par mon propre oncle, et maintenant j'étais menacée de mort par ma belle-mère que je ne savais même pas exister quelques heures auparavant. Mais au lieu du désespoir, j'ai senti quelque chose de différent grandir en moi, de la colère. De la colère contre mon oncle qui m'avait vendu comme du bétail, de la colère contre le système qui permettait que des femmes soient achetées et vendues, de la colère contre Lady Yasmine qui tuait des gens comme s'il s'agissait d'insectes gênants. J'ai touché la chaîne autour de mon cou et j'ai pensé à ma mère. Elle avait affronté cette femme il y a 23 ans, enceinte et seule, et pourtant, elle avait trouvé la force de rentrer en France et de m'élever avec dignité. Si elle avait réussi à survivre, je le pourrais aussi. Mais d'abord, j'avais besoin d'un plan. Je suis allée à la fenêtre et j'ai étudié attentivement le jardin en contrebas. J'ai mémorisé les horaires des gardes, les angles morts de la surveillance, les voies de fuite possibles.
Ensuite, j'ai examiné chaque centimètre de ma chambre à la recherche de quelque chose qui pourrait être utile. Dans le tiroir de la coiffeuse, j'ai trouvé du papier à lettres et un stylo cher. J'ai commencé à écrire une lettre à ma mère, expliquant tout ce que j'avais découvert. S'il m'arrivait quelque chose, au moins elle saurait la vérité. Pendant que j'écrivais, j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai rapidement caché la lettre et j'ai fait semblant de me coiffer quand la porte s'est ouverte. C'était Amira, portant un plateau avec le dîner, mais son visage était pâle et inquiet. Comment ça s'est passé avec Lady Yasmine? A-t-elle demandé en posant le plateau sur la table. Elle a découvert qui je suis. Amira a laissé tomber le couvercle de l'une des soupières, faisant un bruit qui a résonné dans la pièce. Elle sait que vous êtes la fille du cheikh. Et elle m'a donné jusqu'à demain pour disparaître volontairement. Ou j'aurai un accident. Amira s'est assise lourdement sur la chaise, posant ses mains sur son visage. C'est terrible, Chloé. Vous ne pouvez pas fuir, d'autres ont déjà essayé et n'ont jamais réussi. Et vous ne pouvez pas le dire au cheikh parce qu'il devra choisir entre sa famille officielle et moi. Et je sais quel choix il fera. Alors que vas-tu faire? Je l'ai regardé avec une détermination qui m'a surprise. Je vais inverser la donne. Comment? Lady Yasmine a du pouvoir parce que les gens ont peur d'elle. Mais tout pouvoir a des faiblesses. Il me suffit de trouver la sienne. Amira m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Chloé, tu ne comprends pas à quel genre de personne tu as affaire. Ils ont des ressources illimitées, des contacts partout, et aucun scrupule moral. Et moi, j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi? Je n'ai rien à perdre. J'ai passé le reste de la nuit à parler avec Amira, lui soutirant chaque information possible sur la dynamique de la famille, sur les points faibles de Lady Yasmine, sur les gens qui travaillaient au palais et leurs allégeances. J'ai découvert que Yasmine avait 2 enfants, Salim, 19 ans, qui étudiait à Londres, et Nasser, 16 ans, qui vivait au palais mais passait la plupart de son temps à des activités sportives. Il y avait aussi une fille aînée d'un précédent mariage du cheikh, nommée Aïcha, qui était médecin et vivait dans un autre pays. Aïcha a toujours eu une relation compliquée avec Lady Yasmine, a raconté Amira. Elle se déteste discrètement depuis des années. Pourquoi? Parce qu'Aïcha savait pour votre mère. Elle était adolescente quand la romance a eu lieu, et elle a toujours pensé que son père avait fait le mauvais choix en épousant Yasmine par commodité politique. Cette information a planté une graine dans mon esprit. Si Aïcha savait pour ma mère et n'approuvait pas le mariage de son père, peut-être qu'elle pouvait être une alliée. Comment puis-je la contacter? Ce serait très dangereux, Chloé. Lady Yasmine surveille toutes les communications. Il doit y avoir un moyen. Amira est restée pensive pendant quelques minutes. Il y a une chose. Aïcha a un ami qui travaille à l'hôpital où elle exerce. Parfois, il vient ici apporter des médicaments pour les employés. Si je pouvais lui parler discrètement, tu ferais ça. Pour toi? Oui. Il y a quelque chose chez toi qui me rappelle ma petite sœur. Et de plus, je suis fatiguée de vivre dans la peur. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, planifiant méticuleusement chaque mouvement. Quand Amira est finalement sortie de ma chambre, je savais exactement ce que j'avais à faire. Je n'allais pas fuir, je n'allais pas me cacher, et je n'allais certainement pas mourir sans me battre. Lady Yasmine avait sous-estimé quelque chose de fondamental chez moi, j'étais la fille de Jeanne Martin Dupuis, une femme qui avait affronté un cheikh puissant et une société entière, enceinte et seule, et qui avait gagné en élevant une fille forte et indépendante. Et j'étais la fille du cheikh Salim Assidlin Olei Kraman, un homme qui avait construit un empire grâce à l'intelligence et à la détermination. J'avais le meilleur des 2 mondes dans mes veines. Maintenant, il me suffisait de m'en servir pour survivre. Le lendemain s'est levé avec une tempête de sable qui a assombri le ciel et a tout recouvert d'une pellicule dorée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les jardiniers courir pour protéger les plantes, tandis que les gardes s'abritaient sous les auvents. C'était le temps parfait pour ce que je prévoyais. Amira est arrivée tôt avec le petit déjeuner et un regard complice. J'ai réussi à parler à Karim, l'ami d'Aïcha, a-t-elle chuchoté en arrangeant la table. Elle arrive ce soir pour une visite surprise. Apparemment, elle a appris par des contacts à l'hôpital qu'il y avait eu une acquisition spéciale récente. Elle est au courant pour moi. Karim a dit qu'elle soupçonnait quelque chose quand elle a su que son père avait payé une somme extraordinaire pour une Française. Aïcha a une très bonne mémoire pour l'histoire de la famille. Et Lady Yasmine sait qu'elle vient? Non. Aïcha a dit que c'est une visite médicale d'urgence, l'un des plus anciens employés est malade. Lady Yasmine ne peut pas la contester sans paraître inhumaine. J'ai senti une lueur d'espoir, mais je savais que je ne pouvais pas dépendre uniquement de l'aide d'Aïcha. J'avais besoin d'avoir mon propre plan prêt. Amira, j'ai besoin que tu me procures quelques trucs. Quoi? Premièrement, un plan détaillé du palais. Deuxièmement, un moyen de communiquer avec le monde extérieur. Et troisièmement, un accès aux documents personnels de Lady Yasmine. Amira m'a regardé comme si je lui avais demandé de voler la lune. Chloé, c'est impossible. Ces documents sont dans un coffre-fort dans son bureau privé qui a une sécurité électronique.
Les communications extérieures sont toutes surveillées, et les plans détaillés du palais sont considérés comme des informations de sécurité. Il doit y avoir un moyen. Réfléchis. Elle est restée silencieuse pendant quelques minutes, se mordant la lèvre inférieure comme elle le faisait quand elle était concentrée. Il y a une chose. Le bureau de Lady Yasmine se trouve exactement au-dessus de ta chambre. Et il y a un ancien système de ventilation qui relie les 2 étages. Tu es en train de suggérer que je monte par le conduit de ventilation? Pas exactement. Mais le conduit passe par ma chambre, qui se trouve à l'étage des employés. Si je pouvais ouvrir la grille pendant la tempête de sable, quand tout le monde est distrait, ce serait très dangereux pour toi. Chloé, nous sommes toutes en danger ici tous les jours. Au moins, cette fois, ce serait pour une bonne cause. Nous avons passé la matinée à planifier méticuleusement. Amira m'a dessiné un plan de base du palais, montrant où se trouvaient les points de sécurité, les chambres de la famille, et surtout le bureau de Lady Yasmine. Elle va toujours au spa le jeudi après-midi, a expliqué Amira. Elle y reste au moins 2 heures. Ce serait notre meilleure fenêtre d'opportunité. Et les gardes? Pendant les tempêtes de sable, ils se concentrent sur les entrées principales. L'intérieur du palais est moins surveillé. Vers midi, Hassan est apparu dans ma chambre avec une expression sombre. Lady Yasmine veut vous voir à 15 heures, a-t-il dit formellement. Pour votre décision finale. Après son départ, j'ai senti mon estomac se tordre. J'avais seulement 3 heures pour exécuter mon plan avant l'ultimatum de Lady Yasmine. Amira est revenue 1 heure plus tard, portant des vêtements d'employé. Mais ça, a-t-elle dit en me tendant un uniforme similaire à celui qu'elle portait. On va le faire maintenant, pendant que Lady Yasmine est au spa. J'ai rapidement changé de vêtements. L'uniforme était simple mais me permettrait de circuler dans le palais sans attirer l'attention, tant que je garderais la tête baissée. Amira m'a guidée à travers des couloirs de service dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Nous avons monté un escalier étroit jusqu'à l'étage des employés, où les chambres étaient beaucoup plus petites et plus simples que celles des invités. C'est ma chambre, a-t-elle dit en ouvrant une petite porte. L'espace était exigu mais bien rangé, avec un lit simple, un petit bureau et une armoire. Amira est allée directement vers une grille de ventilation en haut du mur. Le conduit passe directement au-dessus du bureau de Lady Yasmine, a-t-elle expliqué, en utilisant un tournevis pour enlever les vis. Tu vas devoir grimper, avancer sur une dizaine de mètres, puis descendre par la grille du bureau. Et si elle revient plus tôt? Je ferai le guet et je frapperai au mur 3 fois s'il y a un danger. La grille s'est ouverte avec un léger grincement. Le conduit était plus grand que je ne l'avais imaginé, mais ce serait quand même un espace exigu. Amira m'a donné une petite lampe de poche et m'a aidé à monter. Chloé, a-t-elle dit avant que j'entre complètement dans le conduit, si quelque chose tourne mal, si tu te fais prendre, dis que je t'ai forcé à faire ça. Dis que je t'ai menacé de te faire du mal. Je ne ferai jamais ça. Fais-le. L'une de nous doit survivre pour raconter cette histoire. Je suis entrée dans le conduit de ventilation et j'ai commencé à ramper dans l'obscurité. L'espace était poussiéreux et claustrophobe, et le bruit de la tempête de sable à l'extérieur étouffait tout son que je pouvais faire. Après ce qui a semblé des heures mais n'était probablement que quelques minutes, j'ai vu de la lumière venir d'en bas à travers une autre grille. J'ai soigneusement regardé à travers et j'ai vu que j'étais exactement au-dessus du bureau de Lady Yasmine. La pièce était élégante et bien rangée, avec une énorme table en acajou, des étagères remplies de livres, et plusieurs écrans d'ordinateur affichant différents systèmes de sécurité de la maison. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est un coffre-fort ouvert derrière la table. Apparemment, Lady Yasmine était partie en hâte et avait oublié de le fermer. J'ai soigneusement ouvert la grille et je suis descendue dans le bureau, atterrissant silencieusement sur le tapis épais. Je suis allée directement au coffre-fort et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, des dossiers de documents sur toutes les acquisitions précédentes. Catherine de Paris, achetée pour 150 000 €, morte après 3 mois. Sarah d'Ukraine, achetée pour 180 000 €, morte après 5 mois. Elena de Roumanie, achetée pour 200 000 €, morte après 2 semaines. Et il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Lady Yasmine tenait des registres méticuleux de chaque femme qu'elle avait fait assassiner, y compris des photos, les méthodes de mort et même les contacts des médecins soudoyés qui avaient signé de faux certificats de décès. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est de trouver un dossier à mon nom. Elle avait déjà planifié ma mort avant même de découvrir qui j'étais. Chloé Martin Dupuis, accident planifié, chute du balcon lors d'une crise de panique. Médecin responsable, Dr. Rachid Acidlinoléique Mahmoud. Pot de vin approuvé, 50 000 €. J'ai rapidement photographié tous les documents avec le téléphone portable qu'Amira avait réussi à emprunter à un autre employé. J'avais suffisamment de preuves pour détruire Lady Yasmine, mais je savais que cela ne suffirait pas. Elle avait beaucoup de pouvoir et beaucoup de contacts. J'avais besoin de quelque chose de plus. J'ai fouillé les tiroirs du bureau et j'ai trouvé des correspondances personnelles, des relevés bancaires, et finalement, quelque chose qui a fait s'emballer mon cœur, un dossier marqué chantage urgence.
À l'intérieur se trouvaient des photographies compromettantes de plusieurs hommes importants dans des situations intimes avec les femmes qui avaient été acquises. Lady Yasmine ne se contentait pas de gérer un réseau de traite d'êtres humains, elle se servait des victimes pour faire chanter des personnalités politiques et des hommes d'affaires influents. Et au milieu de tout ça, j'ai trouvé des photographies du cheikh Salim lui-même. Les images montraient mon père dans des situations intimes avec plusieurs des jeunes femmes, y compris certaines que j'ai reconnues dans les dossiers de mort accidentelle. Lady Yasmine faisait chanter son propre mari. Soudain, j'ai entendu 3 coups sur le mur. Amira m'avertissait que Lady Yasmine revenait. J'ai rapidement photographié les documents de chantage et je suis remonté dans le conduit de ventilation, remettant la grille en place juste quelques secondes avant d'entendre la porte du bureau s'ouvrir. J'ai rampé de retour par le conduit le plus silencieusement possible, entendant en contrebas la voix irritée de Lady Yasmine parlant au téléphone d'un problème au spa. Quand je suis finalement descendu dans la chambre d'Amira, elle était pâle de nervosité. « Tu as réussi ?» J'ai réussi bien plus que ce que j'espérais. Je lui ai montré quelques-unes des photos que j'avais prises et j'ai vu son visage pâlir encore plus. Chloé, c'est la preuve de crime très grave. Si ces informations fuient, ça va provoquer un scandale international. Exactement. Et c'est mon assurance vie. Que vas-tu faire maintenant? Je vais au rendez-vous de 15 heures avec Lady Yasmine. Mais cette fois, c'est moi qui vais faire les exigences. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai changé de vêtements, enfilant ma meilleure robe et m'arrangeant les cheveux avec soin. J'ai caché le téléphone avec les preuves dans un endroit sûr et j'ai mentalement répété ce que j'allais dire. Hassan est venu me chercher à 15 heures précises et cette fois, notre marche jusqu'au salon de Lady Yasmine a semblé une marche triomphale plutôt qu'une marche vers l'échafaud. Lady Yasmine m'attendait, élégamment vêtue et avec un sourire qui promettait des choses désagréables. Alors, ma chère, quelle est votre décision? Un départ volontaire ou un accident malheureux? Je me suis assise calmement sur le fauteuil en face d'elle et j'ai croisé les jambes. J'ai une 3e option à proposer. Ah, vraiment? Et quelle serait-elle? Et si vous cessiez de me menacer et que nous commencions à discuter des termes de votre reddition? Le sourire de Lady Yasmine a disparu instantanément. Je pense que vous n'avez pas bien compris la situation. Au contraire, je l'ai parfaitement comprise. J'ai sorti le téléphone portable de ma poche et j'ai montré quelques-unes des photos que j'avais prises. La question est: comprenez-vous la situation dans laquelle vous vous êtes mise? Elle a regardé les images sur l'écran du téléphone et sa peau est devenue visiblement plus pâle. Comment avez-vous? Comment j'ai eu accès à votre coffre-fort privé? Comment j'ai découvert vos projets de chantage? Comment j'ai trouvé les preuves d'au moins 15 meurtres? J'ai souri avec la même froideur qu'elle avait montrée la veille. Disons que vous avez sous-estimé la personne à qui vous avez affaire. Lady Yasmine s'est levée brusquement et est allée à la fenêtre, essayant clairement de gagner du temps pour réfléchir. Vous n'avez aucune idée des conséquences de toucher à ces informations. Il y a des gens très puissants impliqués. Oui, j'ai vu les photos. Dames ministres, des hommes d'affaires, même quelques membres d'autres familles royales. J'imagine ce qui se passerait si ces images arrivaient dans les journaux internationaux. Que voulez-vous? Premièrement, une garantie totale que ma vie et la vie de toute personne qui m'a aidé sont en sécurité. Deuxièmement, la fin immédiate du réseau de traite de femmes opérées depuis ce palais. Troisièmement, une compensation pour les familles de toutes les femmes que vous avez assassinées. C'est impossible. Et quatrièmement, et je continuais, en ignorant son objection, je veux une conversation honnête avec mon père sur notre situation familiale, sans votre interférence. Lady Yasmine s'est tournée vers moi avec des yeux pleins de haine. Petite salope, vous pensez que vous pouvez arriver ici et détruire tout ce que j'ai construit? Vous n'avez rien construit. Vous êtes une tueuse en série qui utilise sa position pour tuer des femmes innocentes. Ce n'est pas de la construction, c'est de la destruction. Et vous pensez que votre père va choisir une illégitime plutôt que sa famille légitime? Je ne sais pas quel choix il fera, mais je sais qu'il mérite de faire ce choix avec toutes les informations disponibles, y compris le fait que sa femme est une meurtrière qui le fait chanter depuis des années. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et le cheikh Salim est entré dans la pièce, suivi d'une jeune femme élégante que je ne reconnaissais pas, mais qui avait les mêmes yeux verts que mon père. Aïcha, a chuchoté Lady Yasmine. Belle-mère, a répondu la nouvelle venue d'une voix glaciale. Je crois que nous arrivons au bon moment. Le silence qui a suivi a été si dense que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Le cheikh Salim m'a regardé, puis Lady Yasmine, essayant clairement de comprendre la tension qui flottait dans l'air, tandis qu'Aïcha se positionnait stratégiquement entre sa belle-mère et la porte. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» a demandé mon père, d'une voix qui mélangeait autorité et confusion. « Votre fille, a dit Lady Yasmine, crachant presque les mots, essaie de me faire chanter. Un choix de mots intéressant, a commenté Aïcha, en s'approchant de moi. Étant donné que le chantage semble être une spécialité de la famille,
Aïcha était plus grande que moi, avec des cheveux noirs attachés en un chignon élégant et portant une blouse médicale sur une robe discrète. Ses yeux verts identiques aux miens et à ceux de notre père m'étudiaient avec une intelligence acérée. « Vous devez être Chloé, a-t-elle dit en tendant la main. « Je suis Aïcha, votre demi-sœur. J'ai attendu de vous rencontrer depuis très longtemps. » Attendu de me rencontrer? J'ai toujours su que vous existiez. Quand j'étais adolescente, j'ai essayé à plusieurs reprises de convaincre papa de vous chercher, vous et votre mère. Le cheikh Salim s'est approché de nous deux, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il semblait vraiment ému. Aïcha, tu ne devrais pas être ici. C'est compliqué, compliqué. Aïcha a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans sa voix. Papa, acheter sa propre fille dans un réseau de traite d'êtres humains va un peu au-delà de compliqué. Comment as-tu su? J'ai mes contacts. Et quand j'ai su qu'une Française de 22 ans avait été acquise pour 200 000 €, je n'ai pas eu besoin d'être un génie pour faire le lien. Lady Yasmine, qui était restée silencieuse pendant cet échange, est finalement intervenue. Salim, votre fille illégitime menace de divulguer des informations privées sur la famille. Elle doit être contrôlée. Quel genre d'informations? A demandé le cheikh Salim en se tournant vers moi. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. C'était le moment de la vérité. Dames, informations sur les meurtres que votre femme commet régulièrement, sur le réseau de chantage qu'elle opère en utilisant les femmes que vous achetez, et sur la façon dont elle documente méticuleusement chaque crime. Le visage de mon père est devenu gris. Yasmine, de quoi parle-t-elle? Dame mensonge. Elle est désespérée et invente des histoires pour. Alors expliquez ceci, et je dis, en montrant le téléphone avec les photographies des documents. Le cheikh Salim a pris l'appareil et a commencé à faire défiler les images. À chaque photo, son expression devenait plus sombre. Aïcha s'est positionnée à côté de lui pour regarder aussi, et je l'ai entendu murmurer mon Dieu plusieurs fois. Catherine, Sarah, Elena, a dit mon père lentement. Yasmine, ce sont toutes les femmes qui sont mortes dans des accidents ici au palais. Les accidents arrivent. Dames, accidents planifiés, avec des méthodes spécifiques, des médecins soudoyés et des montants de paiement détaillés. Aïcha a pointé du doigt l'une des images. C'est un registre de meurtres en série. Lady Yasmine a réalisé qu'elle était acculée et son masque de civilité est finalement tombé complètement. Vous pensez que j'ai fait tout ça par plaisir? Vous pensez que j'aime éliminer ces salopes? Je l'ai fait pour protéger notre famille. Protéger de quoi? A rugi le cheikh Salim. Dame scandale. Du chantage. Dame femme qui pourrait détruire notre réputation. Elle a fait un geste dans ma direction. Comme cet illégitime essaie de le faire maintenant. Et les réseaux de chantage contre des personnalités politiques, c'était aussi pour protéger la famille. Lady Yasmine a pâli à nouveau. Comment avez-vous? J'ai vu les photos, Yasmine. J'ai vu que vous utilisiez ces femmes vulnérables pour faire chanter des hommes puissants. Y compris, j'ai regardé directement mon père vous faire chanter vous. Le cheikh Salim est passé à d'autres photos sur le téléphone et s'est arrêté brusquement. J'ai reconnu son expression, il était arrivé aux images compromettantes de lui-même. Tu me faisais chanter, a-t-il dit lentement en regardant sa femme. Toutes ces années, je protégeais nos intérêts. Ces hommes payaient très bien pour garder leurs indiscrétions secrètes, en utilisant des femmes que je pensais sauver. Sauver? Lady Yasmine a ri amèrement. Salim, vous croyez vraiment que vous faisiez de la charité? Vous achetiez ces femmes par luxure, pas par bonté. Le silence qui a suivi a été dévastateur. J'ai vu mon père confronté à la réalité de ses propres actions, voyant comment il avait été manipulé, mais reconnaissant aussi sa propre complicité. Chloé, a-t-il finalement dit en se tournant vers moi, j'ai besoin de savoir, que voulez-vous? De l'argent? Du pouvoir? De la vengeance? La justice? Ai-je répondu simplement. Je veux que ça s'arrête. Je veux que les familles des femmes mortes sachent la vérité. Et je veux que les femmes qui sont encore ici soient libérées et puissent rentrer chez elles en toute sécurité. Aïcha a hoché la tête en signe d'approbation. C'est une demande juste. Juste? Lady Yasmine criait presque maintenant. Vous allez détruire notre famille à cause de quelques salopes. Ces salopes étaient des filles, des sœurs, certaines étaient des mères, a dit Aïcha froidement. Et vous les avez tuées de sang-froid. Le cheikh Salim regardait à nouveau le téléphone, feuilletant lentement les preuves. Quand il a finalement levé les yeux, il y avait une résolution sombre sur son visage. Hassan, a-t-il appelé. Hassan est apparu immédiatement à la porte, comme s'il attendait à l'extérieur. Monsieur, appelez la sécurité. Je veux que Lady Yasmine soit escortée jusqu'à ses quartiers et qu'elle y reste jusqu'à nouvel ordre. Salim, tu ne peux pas. Je peux et je le fais. Hassan, je veux aussi que vous convoquiez une réunion d'urgence avec nos avocats et le conseil de famille. Nous devons discuter de la marche à suivre. Immédiatement, monsieur. Lady Yasmine a regardé autour d'elle comme un animal acculé. Si vous me dénoncez, je vous traînerai tout avec moi. J'ai des informations sur chaque membre de cette famille, sur chaque affaire louche.
Alors c'est une guerre que vous voulez? A demandé Aïcha calmement. Parce que je peux vous garantir que vous êtes mal équipé pour vous battre contre nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que pendant que vous étiez occupé à tuer des femmes innocentes, je construisais mon propre réseau de contacts. Dames médecins, des avocats, des journalistes d'investigation. Dames gens qui sont devenus très intéressés quand j'ai commencé à leur parler des schémas étranges des accidents dans ce palais. Le visage de Lady Yasmine est devenu encore plus pâle. Vous enquêtiez, depuis des années, depuis la mort de Catherine. Elle était une amie d'une de mes collègues de faculté de médecine. Quand j'ai appris les circonstances de sa mort, j'ai commencé à avoir des soupçons. À ce moment-là, 2 gardes de sécurité sont entrés dans la pièce. Le cheikh Salim leur a fait signe. Escortez Lady Yasmine jusqu'à ses quartiers. Elle ne doit pas en sortir ni recevoir de visite sans mon autorisation expresse. C'est un coup d'État, a dit Lady Yasmine alors qu'elle était conduite à l'extérieur. Et vous le regretterez. Après qu'elle soit partie, nous sommes restés tous les 3 silencieux pendant quelques minutes. Finalement, le cheikh Salim s'est assis lourdement dans son fauteuil. Aïcha, Chloé, je dois m'excuser auprès de vous deux. Et je dois m'excuser auprès de toutes les familles des femmes qui sont mortes à cause de mon ignorance et de ma complaisance. Papa, a dit Aïcha en s'asseyant sur la coudoir du fauteuil, vous avez été manipulé. Cela n'excuse pas tout, mais ça explique beaucoup. Et maintenant? Ai-je demandé. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Avec les autres femmes qui sont ici? Le cheikh Salim m'a regardé avec une expression qui mélangeait remords et quelque chose qui pouvait être de la fierté paternelle. Maintenant, nous faisons ce qui est juste. Premièrement, toutes les femmes qui sont ici contre leur gré seront libérées et recevront de l'aide pour rentrer chez elles en toute sécurité. Deuxièmement, nous allons compenser financièrement les familles de toutes les victimes de Yasmine. Et qu'en est-il des réseaux de chantage? C'est plus compliqué. Si nous remettons simplement les preuves aux autorités, ça va provoquer un scandale international qui pourrait déstabiliser toute la région. Aïcha s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Mais si nous ne faisons rien, nous sommes complices. Il y a une troisième option, ai-je dit lentement, une idée se formant dans mon esprit. Et si nous utilisions ces informations pour forcer de véritables réformes? Comment ça? Les hommes sur les photos des politiciens, des hommes d'affaires. S'ils savaient que nous sommes au courant de leurs activités, mais que nous leur proposions un accord, un soutien public à des lois contre la traite d'êtres humains, un financement pour des organisations de sauvetage, de vrais changements dans le système en échange de discrétion. Aïcha a arrêté de marcher et m'a regardé avec une nouvelle admiration. C'est vraiment intelligent. C'est du chantage, a dit le cheikh Salim. C'est de la justice, ai-je corrigé. La différence est que cette fois, nous faisons du chantage pour faire le bien, pas pour un profit personnel. Nous avons passé les heures suivantes à discuter des détails. Aïcha a révélé qu'elle avait documenté des cas similaires dans d'autres pays et qu'elle avait des contacts dans des organisations internationales de défense des droits de l'homme qui pourraient aider à coordonner les efforts. Mais il y a une chose dont nous n'avons pas encore discuté, a-t-elle dit, en nous regardant, notre père et moi. Qu'est-ce qui va se passer avec vous deux, avec cette situation familiale? Le cheikh Salim a soupiré profondément. C'est compliqué. Ça n'a pas besoin de l'être, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici pour chercher un père ou un héritage. Je suis venu ici en étant trompé, mais j'ai découvert des choses sur moi-même que je n'ai jamais su. J'ai découvert que j'avais une demi-sœur incroyable et un père qui, malgré ses erreurs, veut faire ce qui est juste. Mais vous ne pouvez pas simplement rentrer en France et faire comme si rien de tout ça n'était arrivé, a protesté Aïcha. Pourquoi pas? Ma vie est là-bas. Ma mère est là-bas. Votre mère, a dit le cheikh Salim doucement. Comment va-t-elle? Elle travaille trop dur, elle s'inquiète trop, elle porte encore des secrets qu'elle n'avait pas besoin de porter seule. J'aimerais beaucoup la revoir, juste pour m'excuser. Peut-être que vous pouvez arranger ça, a dit Aïcha. Mais d'abord, nous devons résoudre cette situation ici. Dans les jours qui ont suivi, nous avons travaillé sans relâche pour mettre en œuvre notre plan. Les femmes qui étaient retenues au palais ont été libérées une par une, avec des billets de retour pour leur pays d'origine et une compensation financière substantielle. Amira a choisi de ne pas retourner dans sa famille au lieu de cela, elle a décidé de rester et d'aider dans l'opération de sauvetage que nous mettions en place. Je veux m'assurer que cela n'arrive plus jamais à personne, a-t-elle dit. Les hommes sur les photos de chantage ont été contactés discrètement. La plupart ont accepté nos conditions sans résistance. Après tout, soutenir publiquement des causes humanitaires était bien mieux que de voir leurs indiscrétions exposées dans les journaux. Lady Yasmine a été plus difficile à gérer. Elle a refusé de coopérer et a menacé de révéler des secrets de famille si elle était livrée aux autorités. Mais Aïcha s'y était préparée. Elle a sous-estimé une chose, a expliqué Aïcha lors d'une de nos réunions de planification. J'ai documenté chaque mort suspecte au cours des 5 dernières années. J'ai des témoins, des preuves médicales, des relevés financiers.
même si elle essaie de nous faire chanter, les preuves contre elle sont accablantes. En fin de compte, Lady Yasmine a accepté un accord, un exil permanent dans une propriété isolée dans un autre pays, sans accès aux ressources familiales au-delà d'une pension de base pour sa survie. C'était une peine de prison déguisée en retraite forcée. Ce n'est pas une justice parfaite, a admis le cheikh Salim, mais c'est la meilleure solution que nous puissions trouver sans provoquer un effondrement politique dans la région. Tout au long de ce processus, ma relation avec mon père a évolué. Ce n'était pas une relation typique père-fille, nous étions essentiellement des étrangers essayant de trouver un lien à travers une situation extraordinaire. Mais il y avait des moments de véritable compréhension entre nous. Un soir, alors que nous marchions dans les jardins du palais, il m'a demandé « Maître, détestes-tu pour ce que j'ai fait, pour avoir acheté des femmes, pour avoir été aveugle à la cruauté de ma femme ?» Je ne vous déteste pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne vais pas non plus faire semblant que tout va bien. Vous avez fait des choix terribles, même si vous ne connaissiez pas toutes les conséquences. Et vous, quel choix allez-vous faire maintenant? Je vais rentrer chez moi. Je vais m'occuper de ma mère, et je vais utiliser ce que j'ai appris ici pour aider d'autres femmes qui sont dans des situations similaires. Avec quelles ressources? J'ai souri. Avec les ressources que vous allez fournir. Ce sera votre pénitence financer des organisations de sauvetage et de prévention de la traite d'êtres humains pour le reste de votre vie. Il a ri pour la première fois depuis que nous nous connaissions. Vous êtes vraiment la fille de Jeanne. Elle était comme ça aussi, elle transformait la punition en but. La veille de mon départ, Aïcha m'a offert un cadeau, une copie complète de tous les documents que nous avions rassemblés, ainsi que les contacts de journalistes d'investigation et d'organisations de défense des droits de l'homme du monde entier. Si un jour vous décidez de rendre cette histoire publique, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, a-t-elle dit. Mais je comprends aussi si vous préférez la garder privée. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais continuer le travail ici. Quelqu'un doit superviser les réformes et s'assurer que notre père tienne ses promesses. Il les tiendra. Comment en êtes-vous si sûr? Parce que maintenant il a 2 filles qui surveillent chacun de ses mouvements. Le matin du départ, le cheikh Salim m'a accompagné personnellement à l'aéroport. Pendant le trajet, il m'a remis une enveloppe scellée. Pour votre mère, a-t-il dit. Une lettre que j'aurais dû écrire il y a 23 ans. Vous voulez qu'elle réponde? Je veux juste qu'elle sache que je n'ai jamais cessé de l'aimer, et que je lui suis reconnaissant d'avoir élevé une fille aussi courageuse et intègre. À l'aéroport, nous nous sommes dit au revoir avec une étreinte maladroite mais sincère. Nous n'étions pas une famille traditionnelle, nous ne le serions probablement jamais, mais nous étions quelque chose. Reviendrez-vous nous voir? A-t-il demandé. Peut-être, quand toutes les réformes seront mises en œuvre et que je serai sûr que vous faites vraiment la différence. C'est une bonne incitation pour que nous travaillions plus vite. Pendant le long vol de retour en France, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. En moins de 2 semaines, j'avais découvert ma véritable identité, affronté une tueuse en série, démantelé un réseau international de traite d'êtres humains et trouvé une famille dont je ne savais même pas l'existence. Mais surtout, j'avais découvert de quoi j'étais capable quand j'étais acculé. J'avais découvert que j'avais le courage de ma mère et l'intelligence stratégique de mon père, et que cette combinaison me rendait bien plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Quand l'avion a finalement atterri en France, j'ai ressenti un profond soulagement en voyant les paysages familiers par la fenêtre. C'était mon endroit, c'était mes racines. Tout ce que j'avais vécu à l'étranger faisait partie de mon histoire maintenant, mais ne définissait pas qui j'étais. Ma mère m'attendait à l'aéroport, et quand nous nous sommes serrés dans nos bras, nous avons toutes les deux pleuré. Je n'ai rien dit de ce que j'avais découvert pendant le voyage, ce serait une longue conversation que nous aurions à la maison, en privé. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé pendant le trajet vers la maison. Compliqué, ai-je répondu. Mais, Cléran, tu as l'air différente. Je me sens différente. Plus. Complète. Cette nuit-là, assise dans notre petit salon, j'ai raconté à ma mère toute l'histoire. Je lui ai remis la lettre du cheikh Salim et j'ai regardé ses mains trembler pendant qu'elle la lisait. Il a vraiment écrit ça, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Il n'a jamais cessé de vous aimer, maman. Et il n'a jamais cessé de se poser des questions sur moi. Le pardonnes-tu, pour ce qu'il a fait? J'apprends à pardonner. Et il apprend à se racheter. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'Aïcha. Les réformes progressaient rapidement, l'organisation de sauvetage avait déjà libéré 15 femmes de situations similaires, et le cheikh Salim avait fait un don de 2 millions d'euros à des organisations de lutte contre la traite d'êtres humains. Et Lady Yasmine, isolée et impuissante. On nous rapporte parfois qu'elle essaie de causer des problèmes, mais sans ressources ni contacts, elle ne représente plus une menace. Et les familles des victimes, elles ont toutes été contactées et dédommagées. Certaines poursuivent les choses par des voies légales, mais la plupart sont satisfaites de savoir que la personne responsable a été punie et que d'autres femmes sont protégées.
6 mois plus tard, j'ai décidé d'utiliser une partie de la compensation financière que j'avais reçue pour ouvrir un atelier de couture dans notre ville, mais avec un but spécial, employer des femmes qui avaient été victimes de violences domestiques ou de traite d'êtres humains, en leur offrant non seulement du travail, mais aussi une formation professionnelle et un soutien psychologique. Pourquoi spécifiquement ces femmes? A demandé ma mère quand j'ai expliqué le projet. Parce que je sais ce que c'est de se sentir vendu, trahi, sans option. Et je sais qu'avec la bonne opportunité, nous pouvons nous reconstruire et aider d'autres à faire de même. L'atelier s'est développé rapidement. Bientôt, nous avions des contrats avec de plus grandes entreprises et je voyageais régulièrement dans d'autres villes pour reproduire le modèle. Ma mère, enfin libérée des soucis financiers, a repris ses études et est devenue l'une des conseillères les plus respectées du projet. 1 an après mon retour, Aïcha est venue nous rendre visite en France. C'était étrange de la voir dans notre maison simple, mais elle s'est adaptée naturellement, aidant dans la cuisine et discutant avec les femmes de l'atelier de leurs expériences. Tu as construit quelque chose d'impressionnant ici, a-t-elle dit en regardant l'une de nos employées enseigner des techniques de broderie à un groupe d'adolescentes. Nous avons construit, ai-je corrigé. Rien de tout ça ne serait possible sans le financement de notre père. Il est très fier, tu sais. Il parle de toi à quiconque veut l'entendre. Et toi, es-tu heureuse des changements là-bas? Extrêmement. Nous avons transformé le palais en un centre de réhabilitation pour les victimes de traite d'êtres humains. Ironique, n'est-ce pas? L'endroit qui servait à emprisonner des femmes est maintenant utilisé pour les libérer. Cette nuit-là, toutes les 3 mois, Aïcha et ma mère sommes restées éveillées tard à parler de tout. Du passé, du présent, des plans pour l'avenir. Vous savez que vous êtes une famille très particulière, n'est-ce pas? A commenté ma mère à un moment donné. La meilleure famille est celle que nous choisissons, a répondu Aïcha. Et je vous choisis toutes les deux. 2 ans se sont écoulés. L'atelier s'était étendu à 5 villes, nous avions aidé plus de 200 femmes à reconstruire leur vie, et j'étais devenue une conférencière reconnue sur les droits de l'homme et la lutte contre la traite d'êtres humains. Lors de l'une de ces conférences, à Paris, j'ai été approchée par une journaliste d'investigation. Chloé, on raconte que vous avez des informations sur une affaire internationale de traite d'êtres humains qui a impliqué des personnalités importantes. Seriez-vous prête à rendre cette histoire publique? Je l'ai regardée pendant un long moment, pensant à tout ce que j'avais vécu, à toutes les femmes que nous avions aidées, à toutes celles qui avaient encore besoin d'aide. Non, ai-je finalement répondu, parce que l'histoire la plus importante, ce n'est pas ce qui m'est arrivé. C'est ce que nous faisons pour empêcher que ça arrive à d'autres. Mais des personnes puissantes pourraient échapper à la punition. Et des personnes vulnérables sont protégées. Parfois, la vraie justice ne passe pas par l'exposition publique, mais par des changements systémiques durables. Plus tard, la même semaine, j'ai reçu un appel du cheikh Salim. C'était la première fois que nous parlions directement depuis mon départ. Chloé, j'ai vu votre interview à la télévision. Je suis très fière de la femme que vous êtes devenue. Merci. Et vous, comment gérez-vous tout ça? Chaque jour est une opportunité de faire mieux que la veille. Aïcha me maintient sur la bonne voie, et le travail que nous faisons me donne un but que je n'ai jamais eu auparavant. Et votre famille? Vos plus jeunes enfants? Salim est revenu de Londres et aide à l'administration du centre de réhabilitation. Nasser étudie les droits de l'homme à l'université. Si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'ici, imagine les prochaines. Abonne-toi à la chaîne pour n'en manquer aucune. Mets un like à Serre et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes en ce moment. Ils sont au courant pour vous maintenant. Comment ont-ils réagi? Mieux que ce que j'espérais. Salim a dit qu'il avait toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la mort des jeunes femmes, et Nasser a été impressionné par vos réalisations. Peut-être qu'un jour nous pourrons nous rencontrer comme il se doit. J'aimerais beaucoup. Nous aimerions tout. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la façon dont la vie peut prendre des tournants complètement inattendus. Il y a 3 ans, j'étais juste une couturière dans un petit village, rêvant de donner une vie meilleure à ma mère. Aujourd'hui, j'étais une activiste reconnue, la dirigeante d'une organisation qui faisait une réelle différence dans la vie de centaines de femmes, et je faisais partie d'une famille internationale complexe mais aimante. À quoi penses-tu? A demandé ma mère en s'asseyant à côté de moi sur le porche de notre nouvelle maison. À la façon dont parfois, les pires moments de notre vie peuvent mener aux meilleurs résultats. Regrettes-tu d'être partie? Jamais. Même en sachant tout ce qui allait se passer, je ferais le même choix, parce que cela m'a mené jusqu'ici. Et si tu pouvais changer quelque chose? J'ai réfléchi un instant. Je changerais la souffrance des autres femmes. Je ferais en sorte que Catherine, Sarah, Elena et toutes les autres soient encore en vie. Mais mon propre voyage, non. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Cette nuit-là, en révisant les rapports de l'atelier et en planifiant notre prochaine expansion, j'ai reçu un email d'Amira. Elle était devenue la coordinatrice principale du centre de réhabilitation et se préparait à ouvrir une antenne dans un autre pays.
Chloé, écrivait-elle, je n'oublierai jamais que tu m'as appris que notre seule arme, parfois, est notre propre identité. Aujourd'hui, j'ai aidé une fille de 16 ans qui a été vendue par sa propre famille. Quand elle m'a demandé comment elle allait s'en sortir, j'ai dit les mêmes mots que tu m'as dit, ne laisse pas qu'on t'écrase. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. Dehors, je pouvais voir les lumières de l'atelier où quelques employés travaillaient de nuit, ne cousant pas seulement des tissus, mais reconstruisant leur propre vie point par point. On m'a vendu pour 200 000 € à un chèque puissant, mais j'avais un plan. Pas le plan que je pensais avoir quand tout a commencé devenir mannequin et m'enrichir, mais un plan bien meilleur, découvrir qui j'étais vraiment, utiliser cette découverte pour protéger d'autres femmes et transformer le traumatisme en but. Et à la fin, je n'ai pas seulement survécu, j'ai prospéré. Je ne me suis pas seulement libéré, j'ai libéré d'autres. Je n'ai pas seulement trouvé ma famille, j'ai créé une famille de choix beaucoup plus grande, faite de femmes courageuses qui ont refusé de laisser les circonstances définir leur destin. Parfois, les meilleurs plans sont ceux qui émergent quand on pense qu'on a plus d'options. Parfois, notre plus grande force apparaît quand nous sommes le plus vulnérables. Et parfois, être vendu peut être le premier pas pour découvrir que l'on est, en réalité, invendable.